Bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal magazine, les secteurs du tourisme peut-il seul booster le développement d'un État, d'une province ou de n'importe quelle entité administrative? La province de l'Équateur et ses ressources halieutiques, la beauté de ses paysages, sa culture et ses ressources humaines, atouts ou freins au tourisme. On en parle ce soir dans les grands formats qui fait un focus sur les célèbres jardins d'Eyala. Un invité dans ce journal, Anthony Kinzo Kamole, directeur général de l'Agence nationale de la promotion des investissements ANAPI, présent à l'Expo Dubaï qui s'est tenue aux Émirats arabes unis. Il revient au pays avec une récompense. L'ANAPI, à l'issue du annuel Investment Meeting de Dubaï, est classée 3e meilleure agence de promotion des investissements en Afrique après l'île Maurice et les Ghana. Échange à suivre dans ce journal, mais tout d'abord, place à l'actualité. Bienvenue à tous. L'Égypte et le Nil, la République démocratique du Congo et les majestueux fleuves Congo. Ajouté à cela sa biodiversité, les deux pays s'engagent à mutualiser leurs efforts dans la préservation de la nature. La vice-première ministre et ministre de l'Environnement, F. Bazaïba Massoudi, est au Caire pour échanger dans son domaine avec les autorités du pays des pharaons. Suivez cela en images et commentaires. Organisation des travaux préparatoires de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27 devant se tenir en novembre 2022 dans la ville égyptienne de Sharm el-Sheikh que la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et de développement durable, s'est rendue au Caire lundi 28 mars 2022. Reçue en audience par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et de développement durable, F. Bazaïba, était porteuse de la lettre de manifestation d'intérêt du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo adressée à son homologue égyptien. L'Égypte s'est donc dite honorée de travailler en partenariat avec l'un des pays les plus importants du bassin du Congo pour faire face aux enjeux climatiques qui s'imposent à l'humanité. Ayant pris part à cette rencontre, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, président désigné de la COP27, a été instruit à prendre toutes les dispositions relatives à la mise en place du comité de pilotage avec la partie congolaise, tout en réitérant la volonté de son pays à renforcer la coopération avec un pays frère et ami. À en croire la patronne de l'environnement congolais, c'est une grande victoire et une fierté pour non seulement la RDC, mais tout le bassin du Congo, de co-organiser les travaux préparatoires de cette grand-messe climatique sur le continent africain après l'Afrique du Sud. La COP27 en Égypte est donc une occasion pour faire avancer l'agenda de discussion en faveur de la prise en compte des contributions et apports de l'Afrique dans la lutte contre le changement climatique, a martelé F. Bazaïba, vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et du développement durable. Il convient de noter que le président de la République arabe d'Égypte a par la même occasion transmis les salutations fraternelles au président congolais Félix Antoine Tshisekedi, tout en soulignant l'intérêt que son pays accorde à la question du climat, tant au niveau africain que sur le plan international. Quant aux préparatifs des travaux préliminaires de la COP27, des modalités pratiques de ce partenariat dans l'organisation de la pré-COP seront déterminées entre les deux pays dans les tout prochains jours. Par la co-organisation de ces travaux de la pré-COP, la RDC veut donc affirmer son leadership environnemental sur l'échiquier tant régional qu'international. L'appareil judiciaire, pilier de l'état de droit, les travaille sur les redressements de celui-ci est suivi au quotidien par la ministre d'État, ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux, Rose Mutombo Kiese. Cette dernière multiplie des séances de travail avec les acteurs importants de son secteur. La dernière en date, c'était avec les procureurs généraux de la République et les responsables des maisons carcérales. Joseph Oscar Mbalkaïj pour plus de détails. Des procureurs généraux de la République appelés à désengorger les prisons centrales, notamment celle de Makala dans la ville de Kinshasa. J'ai demandé aux deux procureurs généraux de mener des inspections pour désengorger Makala. Je l'ai dit pourquoi, puisqu'aujourd'hui, au niveau du gouvernement, on sort beaucoup d'argent pour des gens qui pouvaient être condamnés ou libérés. Le processus est déjà enclenché sur instruction de la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese. Je les ai appelés pour leur demander qu'ils fassent leur travail
à leur niveau, sinon il y aura des sanctions. Et comme il y a les équipes des inspecteurs de services judiciaires qui sont au niveau de Makala aujourd'hui, et des services pénitentiaires qui sont à Makala aujourd'hui, j'attends qu'ils m'apportent le résultat final pour pouvoir prendre position quant à ce. La ministre d'État de la Justice tient à remettre ainsi de l'ordre dans son secteur. C'est le sens de cette série de séances de travail qu'elle a initiées à l'intention du personnel judiciaire ainsi que celui des centres pénitentiaires. La société chinoise Congo Diao lance un cri d'alarme. Elle s'est vue déguerpie de son siège par des personnes selon elle bien identifiées. Une affaire qui prend des proportions inquiétantes, nous dit Médard Mbouyal Mangal. Journée d'agitation particulière à Kingabwa dans la commune de Limeti. Des travailleurs d'une unité de production dans le secteur forestier ne savent pas à quel sein se vouer. Un procureur du tribunal de Matete aurait décidé de mettre sous scellé cette entreprise qui emploie près de 500 personnes. Après environ un mois d'attente, des travailleurs se sont lancés dans des actions de mobilisation de masse. La société Congo Diao, gérée par M. Zhang, est victime de déguerpissement pour un motif obscur. Les travailleurs se demandent qui a pris cette décision de déloger leur entreprise. La dite société d'exploitation forestière est opérationnelle depuis 2009. Devant la menace qui pèse sur leur sécurité sociale, des Congolais interpellent le ministre en charge du travail et de la prévoyance sociale. Et cette information pour les usagers de la route, l'avenue Capella dans la commune de Kalamo sera fermée à la circulation dès ce soir et cela concerne son tronçon compris entre Kimwenza et Université pendant 4 jours. Information reçue de l'Office de voirie et drainage OVD qui effectue des travaux sur place. Les images de ces travaux dans nos prochaines éditions d'information. Faire un état des lieux du fonctionnement des services du budget dans la province du Sud Kivu, c'est l'exercice auquel s'est soumis le ministre des tutelles Aimé Boji Sangara qui séjourne depuis hier à Bukavu. Notre envoyé spécial sur place à Bukavu, Rikin Zouzilo et Amayawel, nous en parle dans ses reportages. Les territoires de Walungu, avec ses 17 groupements et des grandes chefferies Walungu et Kaziba, viennent de recevoir le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara, qui lance une itinérance à l'intérieur de la province du Sud Kivu. Une grande mobilisation à Walungu Centre, où la population locale est venue lui témoigner son attachement. Walungu na mimi nawapigia asante sana tena sana wakuona mnalitosha chini leo. Dans son adresse, il commence par transmettre les salutations du président national de l'UNC, Vital Kamerhe, qu'il a rencontré en février dernier en France. Celui-ci l'envoie à dire à cette population toute sa reconnaissance face aux nombreuses prières adressées à Dieu à son intention. Aujourd'hui, Vital Kamerhe se porte mieux qu'hier et promet de venir voir cette population qu'il a tant aimée. D'autres problèmes liés au fonctionnement de l'administration du budget dans ces différentes entités ont été évoqués. Peu avant, Aimé Boji Sangara, un fervent chrétien catholique, a participé dans 3 paroisses aux différentes messes organisées ce dimanche 3 avril 2022. Dubaï, ville qui sonne tourisme, mais beaucoup plus les affaires. Ce soir, nous allons à la rencontre d'un Congolais en plein Dubaï et qui fait partie des hommes d'affaires prospères de cette ville. Peto Diankenda nous ouvre les portes de Dubaï à travers ces reportages de notre envoyé spécial, Edith Chalakatala. Les relations bilatérales qui s'intensifient entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis font aussi les affaires des privés. Pas seulement émiratis en RDC, mais aussi des Congolais à Dubaï. Celui-ci, nous l'avons rencontré sur place, Peto Diankenda le fils est 4e d'une famille de 5 enfants et un homme d'affaires congolais bien installé à Dubaï, en Afrique du Sud, au Canada et en RDC. À la tête de son entreprise, le fils Project Management Service, Peto Diankenda le fils est dans l'habillement avec Pedel, dans le car wash et
et la restauration. La vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi sur la gratuité de l'enseignement peut bénéficier de l'expertise de ce Congolais qui fournit déjà les uniformes aux écoles de l'Afrique du Sud et de Dubaï. On a des problèmes. Ils ont la balle à la classe, à ça même les lambas au latate. Alors que les classes, moi, tant que les lambas là, au Toboka. Dans notre pays, certains enfants n'ont même pas d'uniforme pour cette école gratuite. Pour nous rendre utiles et soutenir le chef de l'État, mon industrie s'est engagée à produire des uniformes identiques au prix qui permet à chaque enfant d'être habillé. C'est la seule façon pour nous de contribuer aux efforts du chef de l'État. Soutenir le gouvernement emplacement comment il peut nous aider. Nous-mêmes on a tout, on ne demande pas l'aide. Ce qui est pour donc là il n'y a pas de problème. Mais plutôt aussi comment distribuer dans toutes les provinces pour tenir sur Azwango, tous prêts à fournir. Dans la lutte contre la délinquance juvénile, Peto concocte un projet ambitieux au profit de l'auto-emploi principalement des jeunes. Une technologie simple mais efficace avec ce seau électrique de Carouche. Électrique. Comment on se colle à Moutouka, na niveau de Congo déjà, nous avons pensé à mener cette technologie en RDC. On l'utilise déjà pour laver les véhicules à l'IGF. Avec ces seaux électriques, les jeunes peuvent trouver de l'emploi. Nous avons un projet de donner aux jeunes ce matériel à crédit. Cela après une formation sur le lavage des véhicules et le marketing. Pour $150 la pièce, formation comprise, le bénéficiaire va rembourser en 50 jours à raison de $3 par jour. Le chômage peut être combattu. La délinquance va diminuer et la sécurité sociale assurée. Par jour, rien que $3. Tant que ça, 50 jours aussi, ici, Montana, il y a ça $50. Les restes machines éthiques, il y a tout banana, on a Kinshasa, on va recruter 25 000 jeunes. Sous le patronage, il y a le président de la République pour nous soutenir pour Joana, qui est au sein de Moutounio, soit dans la mécanicien bien. Pour le moment, on compte la société, les Fils Project Management, on a 500 machines. Faisant en même temps la promotion de la culture congolaise, Peto tient un restaurant qui présente les mets africains en général et congolais en particulier. L'amélioration du climat des affaires en RDC est une urgence, pense-t-il, afin de créer des millionnaires congolais. L'indisponibilité des banques congolaises à financer des projets d'affaires à des taux d'intérêt raisonnables reste un véritable gêne dans le développement des affaires en RDC. Peto lance un appel des pieds pour que les politiques contribuent à l'épanouissement des jeunes afin de les rendre plus autonomes et moins manipulables. L'une des attractions de la participation de la RDC à la grande réunion annuelle de Dubaï sur les investissements, c'est la présence des start-up et PME. Une dizaine de jeunes développeurs de projets et quelques entreprises congolaises ont eu l'occasion d'entrer en contact avec des personnalités du secteur. Une expérience rendue possible grâce à l'accompagnement de l'ANAPI. Sans commentaire de José Baïtouama. Ils sont venus à Dubaï avec l'ambition de nouer des contacts avec des personnalités clés du secteur, de rencontrer des clients et des investisseurs, de présenter leurs innovations et de profiter des séances de formation professionnelle. Ces startups, aux côtés de qui ont été associées quelques petites et moyennes entreprises, ont bien atteint leur objectif grâce à un accompagnement assuré par l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Sélectionnés dans différents domaines, ces porteurs de projets innovants ont présenté aux nombreux participants à la réunion annuelle 2022 de Dubaï sur les investissements, l'immensité du génie congolais qui s'organise dans l'entrepreneuriat. Vraiment beaucoup d'années, en expérience surtout, comment construire vraiment un business plan bien précis avec l'ANAPI. Ils vont vraiment beaucoup aider. J'ai eu à croiser plusieurs personnels de plusieurs pays qui m'ont donné de contacts comment, si je veux avoir un supply
pour le matériel, à qui contacter. Vraiment, franchement, je ne suis plus celle qui était venue ici autrefois. Donc ma façon de voir les choses a vraiment changé. Avec ces 18 startups, la RDC a non seulement ramené le plus grand nombre d'exposants à Dubaï, mais a aussi aligné 5 représentants sur les 50 sélectionnés pour le concours de pitch qui a récompensé 3 meilleurs projets. Plusieurs d'entre ces startups ont pris des contacts sérieux, fidèles à ces missions, notamment celle d'accompagner des investisseurs. La NAPI va également assurer le suivi de ces startups, avec l'ambition d'en faire plus tard des grandes entreprises. Annoncé dans les titres, l'Agence nationale de la promotion des investissements rafle les trophées de la 3e meilleure agence dans la promotion des investissements en Afrique, une reconnaissance obtenue lors du grand rendez-vous économique annuel Investment Meeting à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Le directeur général de la NAPI, Anthony Kinzo Kamole, est l'invité de ce journal magazine depuis Dubaï. Suivez. Il y a une véritable lutte très âpre entre différents pays pour pouvoir attirer les investissements directs étrangers. Et la RDC ne devrait pas rester en reste, ou bien elles ne devront pas rester derrière sur cette question-là. Notre pays passe pour être un pays où il n'y a que viol, corruption, où il n'y a que guerre et conflit, mais pourtant on ne sait pas qu'il y a un développement extrêmement important, non seulement du cadre légal, mais aussi du cadre des investissements ou du climat des investissements qui permet qu'il puisse y avoir des opérateurs économiques qui viennent. C'est simplement pour dire qu'il fallait présenter la RDC sous un nouveau jour, sous sa belle robe, pour dire que venez investir en République démocratique du Congo. Il y a certes beaucoup de choses encore à faire, il y a encore un certain nombre d'éléments à mettre en place, mais c'est le lieu où il faut être. Vous devez savoir une chose, c'est que le premier VRP d'un pays, c'est son chef d'État. Et aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui a compris la notion de promotion des investissements personnellement et qui est en train de donner le poids à la question de la promotion d'investissement et des opportunités. Et donc, il fallait véritablement qu'il puisse y avoir une sortie de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à ce niveau de responsabilité pour montrer, premièrement, l'accessibilité à la RDC, deuxièmement, l'engagement à un plus haut niveau en disant, si je viens moi-même, ça veut dire que je mets beaucoup de garanties et beaucoup de cautions sur les différents accords. La présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a abouti à la signature de 7 différents protocoles d'accord et qui sont en train de se mettre en place. Les résultats, c'est peut-être pas maintenant, mais c'est en train de se mettre en place. Le rythme attendu par différentes couches de la population n'est peut-être pas le même que ce que nous sommes en train de voir. Mais les choses se font. Et donc, il fallait que le Président de la République soit ici, et ça, c'est très important. En étant ici présent, nous étions en train de dire que nous devons être dans la continuité de la construction de l'image de marque de notre pays. La continuité de l'image positive de ce que la RDC est en train de présenter depuis que nous avons été désignés au niveau de la gestion de cette agence. Nous, la RDC, nous avons amené les différentes petites et moyennes entreprises et des startups qui ont été recrutées suivant un certain mode bien respecté. Ces PME, ces startups ont suivi des formations avec nous à Kinshasa. Ingenieux City a été mis à contribution. L'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, l'ancienne OPEC, a été mis à contribution pour les former sur la présentation de leur business plan, sur les pitchs et sur la manière de se présenter et sur la manière de communiquer. Est-ce que vous savez que sur les 50 nominés du monde, nous avons 5 startups qui ont été retenues? Qu'est-ce que nous avons comme plan derrière ça? La première chose, c'est une restitution avec d'autres PME dans les différents incubateurs qui peuvent exister, dans les différentes corporations professionnelles qui existent. Ce trophée n'est pas le mien seul. Ce trophée, c'est pour toute l'agence. Ce trophée, c'est pour ma collègue Rose de Bokele-Allé. Ce trophée, c'est pour le conseil d'administration. Ce trophée, c'est pour tous les agents de la NAPI. C'est une responsabilité, parce qu'en fait, nous sommes arrivés à un niveau où on ne sait plus descendre. Nous devons monter encore un peu plus. Nous avons l'ambition de pouvoir devenir une agence nationale de développement des investissements. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'en fait, on aura peut-être une marge assez importante de communication, de manœuvre, de pouvoir développer autant les investissements directs étrangers et les investissements locaux. Ça, c'est très important. 20 ans, je voudrais remercier ceux qui sont passés avant moi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, quand j'arrive à 20 ans, c'est un couronnement. Mais il y en a qui ont bâti. Il y en a qui ont bâti cette agence. L'ambition, c'est que nous puissions être capables de pouvoir dire, lorsque nous targetons un pays, nous pouvons lever des fonds, nous pouvons faire en sorte qu'il puisse y avoir une participation, pourquoi pas dans le capital. Nous pouvons faire en sorte que nous puissions être une structure d'attribution de fonds à certaines PME. Lorsque nous regardons les PME aujourd'hui qui devraient accéder au coût des investissements,
on a l'impression qu'il y a une certaine restriction. D'où il faut interroger le Code des investissements, qui est sous notre gestion. Et ça, c'est extrêmement important. L'homme se remet toujours en question pour pouvoir aller de l'avant. Et ça, c'est très important. Le 31 mars, clôture du mois dédié aux droits de la femme, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec la directrice régionale de l'ONU Femmes sur le droit des femmes et jeunes filles en RDC. Et puis le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo admis comme 7e pays membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, et ce, après la participation du chef de l'État par visioconférence au sommet extraordinaire des CEAE. La semaine du président avec Pierre Kibambe-Somoïse. La République démocratique du Congo est désormais le 7e pays membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Elle rejoint au sein de cette organisation sous-régionale le Kenya, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda et le Soudan du Sud. L'admission de la RDC a été actée au cours du 19e sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est qui s'est tenu le mardi 29 mars en visioconférence, sommet auquel a pris part le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Créée en 2000, la EAC, une organisation mieux intégrée, a son siège à Dar es Salaam en Tanzanie. Elle s'est fixée entre autres objectifs de favoriser les échanges commerciaux entre les 7 pays membres et de garantir la circulation de biens et de personnes. Toujours à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des échanges avec le président de la commission de la CEAC, Verissimo Gilberto da Piedade. Des questions relatives à la feuille de route du nouveau président en exercice de la CEAC étaient au centre des entretiens. À la presse, Verissimo Gilberto a déclaré que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a placé son mandat à la tête de la CEAC sous le thème de l'éducation, de la culture et de la santé. La paix, la sécurité, le développement et le commerce figurent aussi parmi les priorités, a renchéri le président de la commission de cette organisation sous-régionale. Au terme d'une mission de 4 jours effectuée à Kinshasa, mission au cours de laquelle elle a eu des contacts avec le gouvernement, la société civile, les organisations de femmes et les jeunes, la directrice régionale de l'ONU Femmes, Oulimata Sarr, est venue faire le rapport de ces différentes rencontres au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le jeudi 31 mars 2022, journée coïncidant avec la fin du mois dédié à la femme. 3 sujets essentiels étaient au centre de ses préoccupations: les droits des femmes et des jeunes filles en RDC, leur représentativité et les ressources qui leur sont allouées. La directrice régionale de l'ONU Femmes dit avoir rencontré le champion de la défense de la cause féminine, à qui elle a aussi présenté un plaidoyer en faveur de la représentation de femmes au sein des institutions. Vendredi le 1er avril 2022, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé en présentiel la 47e réunion du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Cette réunion, à laquelle ont pris part le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et tous les membres du gouvernement présents à Kinshasa, a planché sur l'état des lieux de la situation politique, sécuritaire et sociale du pays. Deux éléments identifiés comme étant de l'armée rwandaise arrêtés par les forces armées de la République démocratique du Congo dans le Nord Kivu, accusés de porter en appui au M23 qui refait surface. L'alerte a mis les institutions du pays en mode d'urgence. Les réunions de sécurité se sont succédées. C'est la grande actualité de la semaine, repris en quelques lignes dans la semaine en 5 minutes, signé Marie-Louise Mbela Kivuila. Rwandaise appuie le M23 dans l'attaque contre les FARDC dans les territoires congolais, a annoncé lundi 28 mars 2022 le porte-parole des FARDC. Incursion, tuerie, massacre et au regard de la situation d'insécurité dans l'est du pays, une réunion sécuritaire s'est tenue en urgence à Kinshasa, réunion au cours de laquelle des dispositions sécuritaires ont été prises pour permettre aux FARDC de faire face aux incursions du groupe rebelle M23. Face à cette situation, la RDC a exprimé son indignation au Rwanda suite aux attaques de rebelles du M23 avec son appui à Bunaganda.
L'ambassadeur de ces pays a été convoqué au ministère des Affaires étrangères et au mécanisme de suivi quant à ceux. La résolution des conflits armés dans l'Est de la RDC nécessite une stratégie globale de lutte contre les forces négatives, d'où la tenue à Kinshasa des travaux de l'atelier d'adoption et de validation des stratégies nationales du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Le Premier ministre Samalou Kondé, vice-président du comité de pilotage du dit programme, a présidé l'ouverture des travaux. La lutte contre le terrorisme sera désormais le cheval de bataille des services de police de l'Afrique de l'Est. C'est dans les faits l'une des résolutions prises lors de la clôture de la 44e session des organes techniques tenus à Kinshasa. 3 officiers des FARDC, dont un lieutenant-colonel impliqué dans un réseau de vente d'armes aux groupes armés, notamment Codeco, ont été arrêtés depuis le week-end dernier. Ils ont été présentés au gouverneur de la province de l'Ituri. Dans ces réseaux, une dame arrêtée avec 700 munitions de guerre à Djougou. Le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, a été démis de ses fonctions. Il a été destitué au terme d'un vote pour une motion de défiance initiée à son encontre. Au total, 277 députés nationaux ont voté pour son départ à cause de leurs compétences. Toujours à l'Assemblée nationale, un autre membre du gouvernement était à la barre sur demande des députés nationaux, c'est celui de l'Intérieur et Sécurité. Une question orale lui a été adressée. Il est reproché à Daniel Asselo une gestion tendancieuse des conflits entre exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. La République démocratique du Congo se prépare à accueillir les souverains pontifes. Pour ce faire, le Premier ministre Samalou Kondé a tenu une réunion pour la répartition des tâches dans l'organisation de la visite de Pape François à Kinshasa. Le 29 mars 2022, les léopards de la RDC ont été ridiculisés par un score lourd, une défaite écrasante face aux Lions de l'Atlas du Maroc qui les ont battus 4-1 au match retour des barrages éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 zone Afrique. Ainsi, l'équipe nationale de la RDC n'accédera pas à la deuxième phase finale de leur histoire. L'archevêque de la ville de Kinshasa tient à l'encadrement des enfants désœuvrés. Son projet lié à l'alphabétisation mobile des enfants en situation de rue vient de se matérialiser. Ces enfants en rupture familiale seront bientôt scolarisés. Ce projet sera exécuté par Hope et Hors Père. Le processus de restitution de restes humains détenus dans des institutions misérales belges depuis l'époque coloniale est déjà amorcé. Quelques chercheurs de 2 États, la RDC et la Belgique, sont en atelier pour ce faire. L'autorité de régulation des marchés publics est dotée de 28 officiers de police judiciaire à compétences matérielles restreintes dans les domaines de la commande publique et ce 12 ans après sa mise en place. Et enfin, construit sur fonds propres de l'hôpital Mabanga, les travaux de finition de la salle d'urgence de ces centres de médecine mixte de l'anémie SS ont été effectués des fonds en comble grâce à l'appui financier du groupe Bolloré Transport et Logistique. Pour les bénéficiaires, cette infrastructure sanitaire répond à un besoin qui se faisait sentir avec acuité. Je le disais dans le titre, les jardins d'Eyala, une pure merveille de la nature, fait partie des attraits touristiques de la ville de Mbandaka, province de l'Équateur. Dans quel état se trouvent ces sites, en même temps touristiques et environnemental? C'est le dossier de ce journal magazine qui nous est préparé par Bobette et Ngali Samba sur les images de Camille Djoké. Ancien chef-lieu de la province de l'Équateur démembré, Mbandaka a gardé le même nom pour la nouvelle province de l'Équateur. La ville est arrosée par le fleuve Congo et quelques rivières. Sur le plan touristique, le jardin botanique d'Eyala est un site à visiter absolument à Mbandaka. Ce patrimoine de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui est longé par la rivière Rouki, est aussi une réserve des espèces rares des plantes, mais aussi des tourbières. Et nous avons toutes ces espèces végétales qui sont médicinales, elles sont toxiques. Alimentaire, ça dépend de l'utilisation. Il y a aussi d'autres pour les renforcements des capacités. Et là, vous êtes sur notre paillote. Et cette paillote, vous n'avez pas à demander par rapport aux attraits touristiques parce que ça, c'est une paillote naturelle. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'éléments, madame. Et là, c'est un endroit stratégique par rapport à la ville de Mbandaka. Partout, vous avez trouvé avec la déforestation. Mais le paradis où nous sommes, et nous avons la réserve forestière, 189 hectares.
où nous avons des tourbières, et c'est un élément important par rapport au changement climatique. Nous avons aussi ces arbres, et donc ces espèces végétales que vous voyez, donc c'est vraiment stratégique parce que nous sommes dans la Kivu centrale, mais tout en état dans le bassin central et à la c'est un endroit stratégique. Donc ça offre beaucoup de services écosystémiques dans le cadre de l'environnement, c'est un grenier. Sur l'axe routier, le monument de Mabélé Elissi témoigne de l'attachement de la population de ce coin à la mémoire de l'artiste. Mbandaka touristique, c'est aussi cette ligne imaginaire Équateur. Le site dénommé Libanga fait pourtant figure de parents pauvres. Rien d'attractif comme site touristique, aucun aménagement approprié. Pierre Oyo et Utina quartier Congo Wassa. Cette pierre nous vient du quartier Ikongo Wassa. Nos aïeux qui l'ont déposée ici, c'était en 1883. Les touristes viennent de partout pour la visiter. Nous sollicitons auprès des autorités une sécurité effective pour cette pierre. Les touristes continuent belé. On te aye kozwa mwa maela ko borne soko bomona ba borne oyo naza kosenga kaka appui soki eza clôturé et que kota quelque chose na gouvernement songa naza te mukomoso boya okuta pierre oyo babuki yango batie bandako a Mbandaka ne connaît pas d'embouteillage. La fluidité de la circulation routière s'explique par un nombre réduit de véhicules. Ici, la moto et le vélo sont les moyens de transport par excellence. D'un œil d'observateur, Mbandaka est favorable pour des opportunités d'investissement, surtout dans la pêche, l'agriculture, les énergies renouvelables. Le terrain n'est pas suffisamment exploité, il y a lieu de l'explorer pour amorcer le développement de cette ville. Des médailles de mérite civique et brevets remis aux 10 lauréats de la deuxième édition Challenge Entreprise 2022, session organisée par la Chancellerie des ordres nationaux. La remise a eu lieu hier samedi devant un panel de quelques membres du gouvernement. C'est un récit de Félix Zaloumeti-Dando. Les lauréats de la deuxième édition du prix Challenge Entreprise 2022 ont été récompensés, qui d'une médaille d'or, qui d'autre d'une médaille d'argent et qui encore d'une médaille de bronze. Les récipiendaires ont reçu cette récompense de la Chancellerie des ordres nationaux entre les mains du ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando, en reconnaissance du succès et de la réussite de leurs entreprises. Selon le chancelier des ordres nationaux, le général-major André Matete-Zoulois Kamasoboa, la décoration solennelle n'était plus possible, le temps imparti pour cet exercice étant largement dépassé pour l'exécution de l'hymne national requis aux normes réglementaires. Ces champions ont aussi bénéficié des trophées et d'une subvention gouvernementale d'un montant de $10 000 américains non remboursables. Deux lauréats ont en plus gagné les prix de la STPT et de l'INSES. Le ministre de l'Entrepreneuriat et de PME, Estas Mouanzi, note de ce prix Challenge Entreprise une vitrine, mieux un cadre du gouvernement pour accompagner et valoriser les PME locales afin de créer une émulation à la jeunesse et de soutenir les meilleures entreprises. Le président de la corporation de PME, Félix Zamunda, a plutôt émis les vœux à la clôture de cette édition sur le thème entrepreneuriat à l'heure de nouveaux enjeux, que la RDC soit comptée parmi les pays à économie émergente face aux activités des PME créatrices des emplois et des richesses. Sinon, le centre de développement dans les domaines pluriels des ventes, des transports, des logements et de la transformation agroalimentaire. La vice-présidente de la FEC, Eliane Moukeni, a recommandé la discipline aux promoteurs de PME pour devenir réellement un champion. À cela s'ajoute, a-t-elle martelé, la formation, l'encadrement des spécialistes et l'organisation en réseau. C'est l'une des priorités du gouvernement de la République. L'agence belge Enabel accompagne la RDC dans ces secteurs. Une délégation belge était à la direction d'études et planification du ministère de la Santé pour évaluer son appui en vue de pérenniser les actions dans les financements. D'autres détails avec Constance Mananga et Dieu merci Swika.
Cette visite de la délégation belge, composée de l'ambassade de Belgique en RDC, de la Direction générale au développement du ministère des Affaires étrangères belge et de l'Agence belge du développement ENABEL à la Direction d'études et planification DEP, est un exercice de redevabilité. Dès leur arrivée, la délégation a visité les bâtiments administratifs cofinancés par ENABEL dans une approche multi-bailleur qui abrite la DEP. Un exemple d'effort, de coordination et de synergie d'intervention. S'en est suivi une réunion d'évaluation où ceux qui financent, ceux qui exécutent et les représentants ont eu droit aux différents exposés sur l'appui au programme d'appui au niveau central PANC. Ce projet me tient à cœur parce que c'est vraiment le cœur de métier et je pense que la valeur ajoutée de l'Agence belge de développement, c'est ce soutien institutionnel qui est parfois pas tellement visible par rapport à d'autres projets qui donnent des résultats immédiats. Ici, on est dans un accompagnement sur la durée. On travaille depuis très longtemps dans le secteur de la santé. Cette intervention belge s'aligne dans la politique du ministère de la Santé qui a permis à la DEP de maintenir sa logique organique dans le cadre de multiples et profondes réformes institutionnelles. Avec l'approche que la Belgique a pris, avec un ancrage aussi institutionnel au niveau national, c'est que la DEP est devenue vraiment un centre de réflexion pour les grandes questions stratégiques ici au secteur de la santé. Et ça, par exemple, c'est vraiment un point intéressant qui mérite d'être exploré pour une continuation dans notre collaboration. La lutte contre les maladies infectieuses et non transmissibles, la mortalité maternelle et infantile, la santé sexuelle et reproductive, surtout l'atteinte de la couverture santé universelle en 2030 sont les perspectives de ces programmes. Des experts venus de la Corée du Sud pour prêcher la citoyenneté, les changements des mentalités, les ministères de la jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté a initié une session de formation sur les changements des mentalités. Pirom Bouyou-Saïdi nous en dit un peu plus. Outiller efficacement les forces vives socio-juvéniles congolaises en l'air dotant d'un mental fort et de vertus citoyennes positives, gage de la création près de la jeunesse de la République démocratique du Congo, d'un leadership fort et exemplaire, telles les lignes des articulations phares de la feuille de route gouvernementale du ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bunkoulou Zola, volonté matérialisée dans l'organisation de cet atelier, placé sous le thème « L'éducation de la mentalité », porte ouverte à l'émergence de la République démocratique du Congo. Des assises de haute portée pour un civisme congolais concret. Je tiens à saluer les efforts dans le sens de l'éducation du civisme et du changement de mentalité qui unit les deux pays et la vision de nos deux chefs de l'État. Et je profite pour rendre un vivant hommage à son excellence le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la question du changement de mentalité et de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Animé par un spécialiste coréen, l'expert en formation sur la mentalité, le professeur Lee Hee-moon, cette session axée sur 3 piliers, dont le renouveau du civisme congolais, la nouvelle citoyenneté et le changement des mentalités. Des assises saluées par Madame le secrétaire à la jeunesse qui s'est engagée à les dupliquer au Congo profond à travers les divisions provinciales, gage de l'appropriation par tous du nouveau guide sur l'initiation à la nouvelle citoyenneté grâce aux participants devenus formateurs de formateurs. À l'occasion de la clôture du mois de la femme, l'un des bâtiments importants de l'hôpital Mabanga a été réhabilité. Suivez. Voici à quoi ressemblait la salle d'urgence de l'hôpital Mabanga, visitée le 8 mars dernier par les femmes qui travaillent chez Bolloré Logistique dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des droits des femmes. Chose promise, chose due, les travaux de finition de la salle d'urgence du centre de médecine mixte de l'anémie SS ont été effectués de fond en comble grâce à l'appui financier des Bolloré Logistique à travers l'association des femmes qui, au terme des 10 travaux, est revenue pour la cérémonie des remises. Elles étaient, ces femmes, accompagnées du directeur général des Bolloré Transport et Logistique, Eric Kalala, qui a procédé à l'inauguration de cet ouvrage. Là particulièrement, ce sont les dames, dans le cadre du mois de la femme, qui se sont mis à l'avant, qui ont pu identifier votre centre, qui ont pensé que ça a un impact retentissant au niveau de la société et que ça peut vraiment aider. C'est dans ce cadre-là qu'on a fait notre petite assistance, pour montrer que vous allez dans le bon sens, pour vous encourager
et pour encourager aussi les populations au quotidien. Pour les bénéficiaires, cette infrastructure sanitaire répond à un besoin qui se faisait sentir avec acuité. On va quitter les urgences et quelqu'un ça là-bas, vous vous rendez compte qu'au niveau des standings, on n'est vraiment pas. Et ça, avec cette présentation, tout ça, c'est un standing et ça, c'est certain. Nous en sommes reconnaissants. Ces centres hospitaliers, appelés communément Hôpital Mabanga, disposent désormais non seulement d'une infrastructure sanitaire de qualité, mais aussi d'un plateau technique répondant aux normes pour accueillir les malades en situation d'urgence et en danger pour une meilleure prise en charge. La commune urbano-rurale des Maloukou, un espace agricole important appelé à être valorisé aux côtés de ces riches décors, il y a des difficultés en termes d'infrastructures. On en parle dans ces reportages. La commune urbano-rurale de Maloukou fait partie des 24 communes de la ville de Kinshasa. Cette entité est confrontée à plusieurs problèmes. Au nombre des habitants, il y a des femmes. Elle déclare être abandonnée par les autorités à tous les niveaux. Les infrastructures sociales de base sont en état de dégradation très avancé. Une opportunité à saisir à tout prix pour faire passer le message. C'est la rentrée parlementaire, la fin des vacances parlementaires et la clôture du mois de la femme. Les femmes ont parlé de vive voix au député provincial Papi Epiana, lui-même élu de Maloukou. C'est un dialogue qui s'est construit. Le carnaval organisé à cet effet n'est pas passé inaperçu. Après avoir récolté des doléances, Papi Epiana a promis de déposer son rapport des vacances au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Dans le cadre de ma vacance parlementaire, j'ai signé dans tous les quartiers. Je dois rendre compte d'abord à ma hiérarchie. Et après cela, c'est ma hiérarchie. Dans l'ensemble des députés, quand on va voter, ça doit aller au gouvernement provincial. Et l'autre va aller au pouvoir au niveau central. Je crois que les érosions, ce n'est pas seulement Maloukou. Les gens de Maloukou connaissent. Et ce n'est pas seulement Maloukou, comme j'ai dit. Il y a d'autres communes aussi, elles font des érosions. Alors partant de là, tout ce que j'ai enregistré, j'ai créé des charges. Je dois présenter ça à qui de droit. Et par là, on va suivre de près. Qu'est-ce que va nous réserver comme suite? Je ne manquerai pas de communiquer à cette population. Tous les intervenants ont exprimé un vœu, celui du succès de l'opération Kidwopito. Agir pour la femme, c'est agir pour le développement de la RDC. C'est à travers ces thèmes que la plateforme politique Agir pour l'avenir du peuple et le développement du Congo a clôturé le mois de mars avec les femmes du quartier Mpassa. C'est un papier de Nadine Toto rendu par Iverson Kawaba. Le collège des membres fondateurs de l'ADPCO, Agir pour l'avenir du peuple et le développement du Congo, a organisé le samedi dernier une journée de sensibilisation sur le thème Agir pour l'avenir de la femme, c'est agir pour le développement du Congo. C'était en l'honneur des femmes, particulièrement celles du quartier de Passa, dans la commune de Lantseli. Dans sa vision globale, agir pour l'avenir du peuple et le développement intègre la dimension de la femme en tant que socle du développement de la nation, car elle a tous les atouts possibles entre ses mains pour agir et changer des choses, pour valoriser ses potentialités humaines et ses compétences, pour atteindre son autonomisation. Selon Crispin Tamboui, l'un des membres de ces collèges, une femme porteuse d'épanouissement dans la société est une femme vertueuse. À noter que plusieurs personnalités ont pris part à cette manifestation à l'honneur de la femme, notamment le député national Crispin Tamboui, Dr Arthur Ngoï et Maître Tiski. Du mois de mars dédié au combat pour la promotion des droits de la femme dans la province éducationnelle de Lukunga. Images et commentaires. La lutte de la femme pour obtenir des droits par rapport à l'homme sera âpre. L'humanité s'est engagée à accompagner la femme dans cette lutte. Rappelons-nous de toutes les rencontres organisées à travers les Nations Unies pour parvenir aux notions telles que l'émancipation de la femme, l'égalité des chances et la dernière trouvaille, l'égalité des sexes. Toutes ces notions ont été mises en exergue par les femmes de la province éducationnelle de Lukunga sous la houlette du prophète de Lukunga, Séraphin Mokito Gaunga. Les femmes de la province éducationnelle de Lukunga se sont dites prêtes à s'engager dans ce combat de droits de la femme. Pour replacer le contexte de cette lutte pour l'égalité des droits,
Madame Alembe Bilinga, Virginie, sous-prophète Ngalema, a retracé l'historique de cette lutte, question de marquer les repères pour les femmes actuelles. De son côté, le prophète de Lukunga, Séraphin Mokito Gaunga, s'est apaisanti sur les motivations du combat noble de la femme. Pour cela, il a promis le soutien de l'homme à quelque niveau qu'il soit. Il a régné à cette manifestation une ambiance festive pour marquer la fin du mois de la femme. En nouvelle, la Cour constitutionnelle en contribution à l'avènement de l'état de droit en République démocratique du Congo, c'est les thèmes d'un colloque international qui va se tenir du lundi 4 au mardi 5 avril 2022 dans la salle Monseigneur Chibangu Chicheku de l'Université de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Parmi les orateurs figure la professeure Nicole Ntumba-Boacha, directrice des cabinets adjointes du cabinet du chef de l'État, les présidents de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kaloubadi-Bois, quelques hauts magistrats ainsi que plusieurs éminentes personnalités du monde du droit. Fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.